faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment l'un des traits de n'importe quel entrepreneur, je pense. Il faut se débrouiller, il faut se lancer. On ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. TE, c'est l'équipe, et c'est ça ce qu'on doit faire, déléguer. Déléguer et faire pour se concentrer sur d'autres tâches. Il faut aussi choisir avec qui on va le faire. D'abord, il faut le faire avec des gens, il faut pas rester seul dans une démarche, parce que rapidement on se fait dépasser. Ouais. Et deux, il faut le faire avec des gens qui ont la même philosophie, valeur, envie, pour rester dans une équation qui est stable et qui convient à tout le monde. En fait. Dans ce nouvel épisode de Pitch ta Startup, j'ai le plaisir d'accueillir Rodrigo Fernandez, le fondateur de Socialize. Socialize, c'est une application qui vous aide à vous rapprocher de vos amis et de votre famille, tout en pérennisant les souvenirs à partager de génération en génération. Il vous simplifiera aussi l'organisation des événements. Durant cet épisode, Rodrigo va nous parler de son parcours et aussi de la mise en place de Socialize. Et à la fin de cet épisode, il nous pitchera sa startup. Je vous laisse découvrir cet épisode dans son intégralité et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker cet épisode. Bonjour Rodrigo. Hello. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va nickel. Et Écoute, ça va. Écoute, je suis super ravi de te rencontrer aujourd'hui autour de ce format podcast Pitch ta Startup. On va échanger aujourd'hui autour de ton projet Socialize et tu vas nous expliquer déjà un petit peu d'où tu viens, ton parcours et ensuite on approfondira sur l'application, si ça te va. Parfait. Alors je te laisse te présenter à l'audience et nous expliquer un petit peu ton parcours avant d'arriver à Socialize. Je m'appelle Rodrigo Fernandez. Et avec cet accent, vous allez deviner, je ne viens pas d'ici. Hein. Malgré ça, j'ai 3 nationalités, donc je suis bolivien, espagnol et français. J'ai vécu dans 5 pays, et avec tout ça, en fait, je peux dire que la moitié de ma vie, je l'ai fait en France. Et mon parcours, grande partie de mon parcours, je le fais dans les entreprises de type consulting, où j'ai fait un peu de l'énergie nucléaire, la voiture connectée, télécom, des trucs un peu secrets et d'autres choses. Et donc, un parcours qui est un peu atypique parce qu'à la base, en sortant dans l'école de commerce, et vous allez rigoler peut-être, moi je voulais faire de la propagande politique, lobby et un peu de pub, etc., etc. Mais voilà, quand on est jeune, en fait, il nous propose quelque chose, tu le prends. C'est vrai. Et donc, je finis côté des douanes. Courte histoire, longue. J'avais une opportunité pour me développer dans ce domaine et il me fallait faire un master. Et voilà pourquoi je suis en France. Ok. Et ce qui m'a permis d'apprendre la langue. Et finalement, je n'ai pas fait ce parcours parce que... Tu as commencé aux douanes françaises, c'est ça ? Non, la douane de la Bolivie. Ah ok, douane bolivienne. Mais il fallait revenir pour accéder à ce poste, mais avec un master international. Mais en fait, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait parce qu'il y a une entreprise qui m'a séduit en me disant... Tu connais Dauphine ? Moi, je ne connaissais pas du tout, en fait. Mm-hmm. Et Dauphine m'a, en gros, avec une autre entreprise, m'a proposé de me payer pour étudier, ce qui n'était pas le cas pour moi, ce n'était pas envisagé à l'époque. Mm-hmm. Et c'était très intéressant. Du coup, je restais dans cette entreprise, partenariat de Dauphine, et qui m'a emmené en Espagne. Et donc, où j'ai travaillé, normalement je devais travailler dans l'IT, quelque chose que je n'avais pas pensé, je n'avais pas songé à faire le reste de ma vie, mais à un moment donné, j'étais un peu enfermé dedans. Ouais. Et petit piège, il m'emmène en Espagne pour développer une activité, et en fait non, c'était pour venir de lundi à vendredi à Paris. Donc je fais la navette pendant 3 ans, 4 ans, Madrid-Paris, c'était hyper fatigant, mais en 2012... Et j'ai décidé de m'installer ici définitivement, en plus parce que je voulais fonder une famille. J'avais rencontré quelqu'un qui est française, et donc c'était la bonne formule. Et voilà, jusque-là, donc Rodrigo s'installe en France et cherche une autre entreprise qui était un peu moins IT et me propose de travailler dans le retail, et finalement, je fais du nucléaire. Il faut voir de la douane au nucléaire. Ouais, c'est ça en fait. C'est presque la même chose. Hein. Tout à fait. Non, mais derrière tout ça, en fait, il y a les structures de l'entreprise, les projets est toujours la même en fait. Mm-hmm. Donc un projet de faire un gâteau à la maison ou à construire une maison, c'est toujours la même chose. Il y a un peu de planification, organisation, son budget et plein de choses. Donc il y a une logique derrière. Mais pour avancer un peu sur le sujet et ce que je suis aujourd'hui, ce qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai raconté avant, et il y a une dernière entreprise
qui m'a poussé vers le côté freelance. Et notamment un collègue que j'ai rencontré dans un projet, côté télécom, et qui me disait, il faut que tu deviennes freelance, en fait. Je vois que tu as toutes les compétences, tu peux devenir autonome, choisir tes projets et justement focaliser sur des choses que tu veux faire. Il m'a lavé les cerveaux. Et finalement, je suis devenu freelance. Et avec Freelance dans quoi? Dans le développement, l'IT? dans le product management digital. D'accord. Et parce qu'il y avait ce côté toujours des créatifs que je voulais ressortir, ce que je voulais faire avec la pub. Et je pense qu'il y a toujours une appétence, une curiosité à aller chercher, ou dire pourquoi on fait des choses qui nous ralentissent, qui nous embêtent, identifier le douleur dans tout le domaine. Et ça, c'était un peu mon travail. Dans tous les domaines que je travaillais, il fallait trouver des solutions. Donc, quelque part, j'avais développé cette compétence d'être un peu plus ouvert à cette problématique pour aller trouver une solution pour mes clients, mes utilisateurs. Donc, peu importe que c'était la voiture connectée, le nucléaire ou le développement d'une application mobile pour vendre quelque chose, en fait. Ok. L'enjeu était là. Bref, et dans tous ces passages, il y a eu un parallèle où j'ai rencontré des startups, notamment une, et quand j'étais en train de travailler avec Renault-Nissan, dans un projet en tant que consultant encore, et où il fallait développer des marchés vis-à-vis de la voiture connectée, le véhicule connecté. Donc, l'un de mes collègues cherchait de créer des partenariats avec les parkings classiques. Moi, je disais, enfin, en tant qu'utilisateur, je conduis une Twingo ou une Clio, je vois à 200 mètres que quelqu'un est en train de livrer une place, je veux la prendre. Et en fait, 10 mètres avant, il y a quelqu'un qui la prend. Frustration. Et je dis, si seulement. Et donc, c'est là où je me dis, bah oui, c'est si seulement je peux faire la ubérisation des parkings envoyés. Donc, je commence en short, je dessine des wireframes sur un papier, je présente ça à des gens et dis, on va faire cette application. Sauf que je ne le fais pas finalement avec mes collègues, c'était les collègues des Renault, parce que ça faisait un peu des concurrences internes, s'ils étaient employés, moi non. Donc à la fin d'un projet, ce que j'ai fait, c'est on fait un benchmark et on découvre que quelqu'un l'avait fait, un Français. Sauf que je passe sur LinkedIn à leur dire, écoute, tu m'as piqué mon idée, soit on le fait ensemble, soit je fais mieux. Mais un peu culotté, hein. Non mais enfin, pire des cas, la personne ne me répondait pas. Ouais, c'est vrai. On me répond. Et finalement, en short, je deviens cofondateur avec eux, mais un peu dans le sens des récupération d'un projet qui était déjà avancé. D'accord. Les modèles économiques n'étaient pas bons, la marque n'était pas bonne, plein de choses qui n'allaient pas. Donc, on était en rattrapage. Pour finir sur cette histoire, j'ai envie de dire, j'étais très content de ce parcours j'appartiens aux entreprises, j'ai mon entreprise, j'ai une start-up. Mais dans la réalité, j'avais juste une part dans la société et j'ai travaillé comme un malade en dehors mes missions de consulting. J'ai passé à faire des benchmarks, des emails, des scrapping, plein de choses juste pour essayer de rebooster là. Tu m'avais caché que tu étais le pro du scrapping. Scrapping à ma façon. Ah, ok. Mais bref, tu vois, je savais qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, quelque chose de nouveau. Et si on résume tout ça, c'était un esprit de débrouille-toi pour faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment l'un des traits de n'importe quel entrepreneur, je pense. Il faut se débrouiller, il faut se lancer. On ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Ouais, c'est sûr. Et donc, ça m'a laissé une marque. Bon. Plus tard, j'ai tenté avec une autre startup qui est toujours en cours. Je ne vais pas trop en parler de ça parce que ça ne démarre pas trop, mais ce que je vais récupérer de tout ça, et avant de parler de la dernière étape, la dernière startup, c'est que j'ai appris que dans cette phase de devenir entrepreneur, il faut aussi choisir avec qui on va le faire. D'abord, il faut le faire avec des gens, il faut pas rester seul dans une démarche, parce que rapidement, on se fait dépasser. Ouais. Et deux, il faut le faire avec des gens qui ont la même philosophie, valeurs, envie, pour rester dans une équation qui est stable et qui convient à tout le monde, en fait. J'avais entendu qu'il faut choisir son partenaire comme sa femme. Ouais, et je pense qu'il faut le choisir. Après, il faut le trouver. Hein. C'est pas facile. Ça, c'est encore une autre chose. Ok. Bah, on reprend. Parce que, bon, vous avez remarqué, maintenant, on n'a plus de lumière. Ça, c'est l'un des enjeux des startups, en fait, maîtriser
ses factures. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, donc comme je disais, en fait, sur le choix de ses partenaires. Donc, il y a des leçons que j'ai appris soit quand j'étais en CDI, en tant que freelance, ou avec ces expériences avec ces startups. C'est bon, la façon d'être autonome, de toujours être curieux, d'apprendre des choses, parce que c'est en permanence, de se relationner, et pour se relationner aussi en permanence, d'une manière curieuse, j'ai envie de dire aussi, pour ne pas se fermer sur ces paradigmes, si je peux le dire. En fait, il faut être bien large et bien ouvert, parce que parfois on peut tomber sur la personne idéale, en fait, ou l'enjeu idéal, les clients idéaux, enfin plein de choses en fait. Il ne faut pas se fermer les portes dans ce sens. Et donc je pense que j'arrive vers la fin de mon parcours, et donc comme je disais, j'ai deviens freelance, et puis je suis freelance en tant que product manager et product owner, tout ce qui a à voir avec la partie digitale, les produits digitaux en fait. Depuis, on est quelle année là 2023. 2021. 2021. Okay. Et fin 2021. Et j'ai enchaîné pendant quelques temps 2 missions. En fait, je fais 2 missions dans un cabinet comptable en fait, donc, où il crée une application mobile pour les PME et la mise en relation des avocats et les comptables. Okay. Et pareil, donc c'est un grand changement pour cette société, grande société, un Big Four qui avait une approche pas juste grand compte, mais aussi avec les PME. Donc quand on voit qu'il faut créer une application mobile avec une approche un peu plus moderne, plus dynamique, mais toujours dans l'esprit simple, ça fait partie de l'entrepreneur. Et le mariage aussi les gens qui ont l'habitude de faire des choses d'une manière un peu plus classique, avec quelque chose un peu plus moderne, j'ai envie de dire. Donc c'est pas toujours facile, mais ça on apprend. Et donc à la fin de cette mission, j'enchaîne une autre pendant quelques temps avec une entreprise américaine qui finalement coupe le budget, et donc finalement ça se finit un peu comme ça. Et par hasard, je devais renvoyer un document à une plateforme de freelance pour mettre à jour mon cabis, je crois. D'accord. Je ne sais pas pourquoi et comment, je tombe sur la CCI. Au lieu de finir chez Infogreffe pour imprimer mon cabis, je finis sur CCI. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Et quelqu'un me dit, en parlant un peu, voyez, vous avez un peu le profil d'entrepreneur, et la CCI cherche à incuber des entrepreneurs. Ah bon, je dis. Oui, je pense que si vous me permettez, j'aimerais bien fournir votre contact à quelqu'un. Okay. Je pense qu'on connaît Alexandre, toi et moi, donc Alexandre Bocaccia de la CCI. Et bref, je dis, bon, ok, why not. Donc, je passe une autre chose. 2 ou 3 jours plus tard, je reçois un email pour parler avec Alexandre. Je dis, why not. Parce qu'en fait, tu avais un profil presque entrepreneur, parce que tu aidais des entreprises, puis tu as monté aussi un side project à un moment. Et en fait, inconsciemment, tu avais déjà ce profil entrepreneur sans même t'en rendre compte. Peut-être. Ouais. C'est vrai que quand on écoute ton parcours, en fait, tu as eu des étapes, on va dire, plus traditionnelles avec la douane, quand tu as eu ton expérience dans le nucléaire. Puis après, tu t'es développé tout seul, et puis tu as commencé à faire aussi toi avec ta vision de vouloir développer une application pour pouvoir aider les gens à se stationner. Et en fait, inconsciemment, tu avais déjà un peu le profil entrepreneur, et c'est en fait indirectement quelqu'un qui te l'a souligné. Bah, c'est ça. Et je pense que l'effet de rencontrer justement Alexandre, qui me disent, tu vois, on peut t'incuber, mais on incube des entreprises ou des idées ou des choses. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Il me pose la question comme ça. Et en 2 secondes, je commence à donner forme à quelque chose une mouche qui tournait dans ma tête sur l'organisation des mariages. On va en venir. À un moment donné, une copine de ma femme qui fait l'organisation des mariages m'expliquait comment elle faisait pour faire le wedding planner. Et ce n'était pas hyper évident pour elle. En fait, on découvre que c'est hyper stressant, il y a plein d'enjeux, des stress pour elle, pour la mariée, pour tout le monde en fait. Mais je trouvais ça passionnant. En fait, le stress, ça me passionne dans le sens où on peut le faire en douceur. C'est ça le challenge. Et en fait, je me suis dit, il n'y a pas une plateforme qui facilite la notion de wedding planner, je ne sais pas, l'ubérisation de wedding planner, quoi. Bon, je commence à regarder, il y a mariage.net, d'autres choses comme ça, mais c'est toujours un peu old school, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas hyper facile, en fait, comme un Airbnb, j'ai envie de
Destination, je prends déjà peut-être les gîtes et ensuite la destination. Enfin, ça dépend de quel moyen. On peut toujours avoir un choix de plus. C'est vrai. Pour le mariage, je me disais peut-être pareil. On a déjà avec qui on va se marier, mais pour le reste, on peut rester ouvert pour la nourriture, les spectacles, l'endroit, plein de choses en fait. Mais surtout par rapport à notre budget en plus. Mhm. Bref, je commence à imaginer quelque chose comme ça et je commence à donner forme à cette idée avec Alexandre immédiatement. Bon, j'aimerais peut-être créer une application qui fait la gestion des mariages ou peut-être des événements en général en fait. Parce qu'il y a toujours un problème pour générer un événement avec ses amis, que ça sert un voyage, c'est toujours compliqué. Et je commence à me projeter, comme je pense que c'est les précurseurs de chaque startup, les fondateurs ou cofondateurs ont un problème. Ils se voient en train de donner une solution. Donc je disais, moi je ferais ça d'une autre manière. Et c'est dommage qu'il n'y a pas un truc comme ça. Donc je faisais mon canvas dans ma tête tout seul en fait. Et bon, Alexandre m'a dit, ok, je vois. Tu sais quoi? Je vais t'envoyer comme un formulaire. Remplis tout ça dans le formulaire. Tu as ce week-end pour le faire. Lundi, tu me l'envoies. Ok? C'est bon? Ok, bon, écoute, c'est Alexandre, quoi. Je fais le formulaire. Je dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? En plus, ça me fait un truc de plus. C'est sympa. Ok. Je remplis le formulaire. Je mets l'idée des gestions d'événements, des événements tout court, en fait. Je commence à faire des projections. Comment je le ferais? Une mini-plateforme comme ça. Je candidate sans plus. En parallèle, je commence à chercher une autre mission freelance. Mais en fait, 2 jours plus tard, Alexandre me dit « Ok, c'est bon, tu as gagné. Tu es dans l'incubateur. » Et j'ai envie de dire, quand j'ai rencontré, et là on rentre dans la phase de l'incubation de la CCI, que je recommande à tous, si c'est possible pour vous, et on rentre dans ce contexte des familles encadrées, où on va rencontrer des gens comme Bastien, qui vont nous orienter, et ils vont nous propulser vraiment à s'intéresser davantage à notre projet, à créer un projet. Quelque chose que je n'ai pas dit, mais c'est important, et pour ceux qui écoutent éventuellement et qui veulent entreprendre, j'avais une facilité que j'ai rencontrée un peu par hasard. Quand je suis devenu entrepreneur, j'ai fait sorte d'accéder au Pôle emploi avec une rupture conventionnelle. Ouais. Et je ne savais pas que que Pôle emploi nous facilite X nombre des années, si en fonction à notre cotisation et plein d'autres choses, pour créer notre société. Et c'était mon cas, c'est mon cas toujours. Créer ma société, facturer, donc je ne paye pas de salaire, et ça c'est la condition. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai mes cotisations, mais en même temps, tout l'argent qui rentre de mes activités de freelance peuvent se rajouter pour développer l'entreprise. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'en France, on a quand même cette chance de pouvoir, on va dire, si on a déjà travaillé quelques années et qu'on peut avoir, par exemple, 2 ans de chômage, on peut développer une entreprise, monter une SASU, par exemple, et justement développer cette SASU pendant les 2 ans, et puis après, voir comment développer justement grâce à l'argent et garder ses droits au chômage. Exactement. Et toutes ces informations, par ailleurs, sont disponibles soit chez Pôle emploi, BPI, on peut trouver plutôt facilement, hein. Mais donc, en revenant au sujet, donc avec l'application à la CCI 92, je dis, bon, écoute, de toute façon, j'ai mes cotisations et je suis dans la création d'entreprise. Mon entreprise de freelance on the move, elle existe, elle est rentable. Et je disais, bon, on va tenter. Donc, je vais me donner cette chose que je ne pouvais pas faire quand j'avais un CDI, me donner le temps de créer mon activité, mon application, comme je veux le faire. Sans qu'il y ait les... Oui, mais non, mais non. Bon, bref. Et c'est ça, en fait, ce qui ramène à présenter Socialize aujourd'hui. Socialize, finalement, c'est le nom de Social Sharing, l'application de gestion d'événements familiaux que j'ai créée avec la CCI. Grâce à la CCI, où je me focalise d'une manière un peu plus ponctuelle, je ne fais pas la gestion d'événements, des mariages. Pas que. Alors, comment tu as fait le switch entre l'application pour gérer les prestations de mariage et Socialize? D'une manière pragmatique, parce que les mariages, c'est très, très ponctuel. C'est one shot. Normalement, c'est one shot. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, déjà, c'est un grand événement, ça ne se fait pas tous les jours. En revanche, Noël, Hanouka, l'Aïd, je ne sais pas, une organisation en famille, c'est un peu plus récurrent. Et les anniversaires, il y a un paquet tous les années, normalement. Normalement. Donc, du coup, grâce à les ateliers Design Thinking qu'on a fait avec la CCI,
Que d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien, mais on l'appliquait sur moi. Et c'était quand même différent. Moi, je n'étais pas celui qui orchestre, sinon celui qui était dedans, en fait. C'est rigolo, hein. C'est quel type d'atelier? Vous faites quoi comme exercice? On était focalisé sur la création des les bons parcours utilisateurs Ok. pour bien définir par où il fallait adresser mieux cette notion de gestion d'événements. Et justement, c'est là où on a vu finalement que les mariages, c'est ponctuel. Et quelles autres douleurs on va identifier qu'on peut centraliser et qui affectent plus ou moins à tous pour créer un MVP. Et donc, c'est ça ce qui m'a permis de centraliser les MVP et identifier les bonnes personas pour Socialize. Tu peux définir MVP pour l'audience? Oui, le minimum viable product, c'est le minimum que vous devez faire pour résoudre une problématique pour votre persona. Votre persona, donc, c'est la personne qui va utiliser votre service, pas forcément le client, c'est une autre chose, mais que va résoudre une problématique qui n'arrive pas à compenser par ailleurs. Dans les cas de l'exemple de Socialize, par exemple, on voit qu'on crée un événement via un chat comme WhatsApp, Telegram ou Signal, et qu'on va ajouter à fur et à mesure des gens. Imaginons donc que, et ça c'est l'une des use cases que j'ai présente quand j'ai fait ce genre d'atelier, imaginons que vous allez planifier l'anniversaire d'un enfant. Donc la personne a ses parents, enfants de moins de 17 ans. Donc déjà, il y a la disponibilité sur la date. Trouver la disponibilité de la date les copains et les organisateurs, c'est parfois compliqué. Donc, parfois, il y a des gens qui vont faire des sondages avec un doodle. Donc, déjà, tu es en train de sortir de l'écosystème de WhatsApp pour aller dans un autre écosystème où peut-être des gens qui intègrent cet événement ne connaissent pas, en fait. Ah, il faut que je me crée un compte chez Doodle. Oh, mais j'ai déjà un autre truc, une autre solution. Donc, première douleur. Ensuite, c'est mettre d'accord. L'enfant veut un gâteau Pokémon vanille. Mais papa, ils disent, je ne sais pas, autre chose. Au pire, finalement, il n'y a personne pour faire le gâteau Pokémon parce que c'est difficile. Ouais. Donc, comment on va faire que les gens puissent satisfaire cette expectative de l'enfant que c'est je veux pour mon anniversaire créer un beau souvenir. C'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est mon gâteau. J'aime bien le gâteau de chocolat, donc tu vois, si tu me fais un gâteau ou autre chose, c'est peut-être un peu décevant. Ça fait partie de l'expérience. Donc, mettre tout ça dans un WhatsApp, parfois ça va dans tous les sens. Et c'est souvent le cas, en fait. Et en plus, on va rajouter quelqu'un dans la liste un peu aux dernières minutes. Donc, il faut les raconter tout l'historique de tout ce qu'on s'était dit. Hein. Donc, des choses comme ça, on a un paquet. D'ailleurs, on a fait, avec Socialize, mais en dehors des ateliers avec la CCI, je fais une étude de marché avec une 60aine de familles. Et c'est de manière récurrente, en parlant soit des anniversaires ou même d'autres choses, c'est la même chose. C'est mettre d'accord, c'est combler les expectatives des uns des autres. C'est pas évident. Bref. Et donc, l'MVP pour Socialize, c'est... Est-ce que je vais directement sur la présentation de Socialize finalement? Si tu veux, ouais, si tu veux. On peut le faire. On te fait. Après, on va laisser après à la fin vraiment un temps pour toi pour pitcher ta startup, c'est le format est comme ça. Et tu peux nous donner déjà les premières caractéristiques, comment tu as lancé le projet un petit peu? Alors, le projet, je l'ai fait déjà sur une méthodologie de la cadence produit, comment je l'entends. Pour moi, la cadence produit, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer avec mes clients. Ok. Donc, en fait, partons pas sur une idée que nous, on pense qu'il va résoudre une problématique pour nos utilisateurs. Ou un autre enjeu, en fait. J'ai de l'argent, il faut que je dépense sur quelque chose. Bref, il faut structurer. Il faut déjà s'intéresser à son utilisateur, voir qui est son utilisateur, poser des questions, ce que je disais dans l'atelier Design Thinking. En fait, on cherche à résoudre quoi, en fait? Et derrière, qui va le payer? Les clients. Donc, de quelle manière on va voir qu'il y a un écosystème où on propose quelque chose qui est cohérent pour les acteurs de cet écosystème. Et donc, ça, c'est fait aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas aller dans autant de détails pour l'instant, mais nos utilisateurs sont là. On le connaît, comme je disais, les familles avec les enfants de moins de 17 ans, qui sont en partie nos clients, enfin, ne sont pas nos clients, ils vont regarder la pub. Donc, il y a un modèle économique basé sur la pub, mais c'est juste transitoire. Et plus tard, on va passer à l'affiliation, en fait. L'affiliation qui
avait du sens. Si on veut promettre une application qui est gratuite, accessible à tout le monde, il va falloir qu'elle vive de quelque chose. Ouais, il faut un modèle économique derrière. Bah oui. Et donc la pub, c'était pas assez. Mais en revanche, il y avait aussi une opportunité. Une opportunité, qu'est-ce que j'ai identifié avec d'autres clients que j'ai vus dans le retail avec un client dans des hôtels. Ok. Et hospitalité, on dit. Mm-hmm. Où il faut aller trouver ses clients. Et donc, dans la saison, il y a tellement de concurrence. Tu as un hôtel et tu as Airbnb d'un côté et tu as encore une autre chose à côté. On se pique les clients. Et c'est normal. Ouais, Mais donc, comment faire pour aller trouver ces clients qui peuvent remplir mes chambres d'une manière plus facile? Comment faire? Et donc, Socialize peut le faire tout simplement parce que si on est en train d'organiser, pas un anniversaire, mais si on va s'organiser les week-ends en amoureux ou les week-ends en famille pour aller à Futuroscope, bon, peut-être déjà l'effet qu'on est en train de rentrer cette information, la planification de l'événement quelque part, c'est la manière de déléguer à ses clients pour dire, écoutez, mes utilisateurs cherchent une solution pour l'expérience de voyage, est-ce que vous avez quelque chose à leur proposer? Et qu'en plus, ça va adapter à leur budget, et expectatives et d'autres choses. Et donc, c'est une mise en relation. Ouais. Mais toi, donc, au début, tu étais sur l'application de mariage et tu as switché sur Socialize. Parce que tu as découvert cette problématique, toi, en tant qu'utilisateur, quand tu gérais des événements pour ta famille ou dans les repas de famille, ou comment tu as trouvé la voie par rapport à ça? Est-ce que tu as eu une problématique, toi, déjà, par rapport à ça, pour lancer ce projet? Oui. Ou c'est juste, en fait, tu as fait une analyse de marché, tu t'es concerté avec la CCI, et c'est la CCI qui t'a fait pousser à aller plus sur quelque chose de plus général, tourner vers les familles et à créer cette application? Comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense que le premier précurseur, c'était cette copine que l'on a qui est de Wedding Planner. Ouais. Et je voyais cette problématique et je voulais résoudre sa problématique dans un premier temps. Mais en parallèle, oui, effectivement, moi, j'ai 2 enfants au bas âge, enfin, je ne sais pas si bas âge, 6, 7 ans. Moi, ça va, c'est comme 7 grand. Mais c'est toujours la même problématique, en fait. Aujourd'hui, il y a juste quelques jours, par exemple, j'ai reçu une invitation pour que ma fille elle aille dans son anniversaire. Elle ne peut pas, donc il faut dire déjà, tu ne peux pas y aller. Mm-hmm. Mais elle est déçue parce que c'est sa copine et finalement, elle ne peut pas. Et donc, il n'y a pas moyen d'anticiper, de se projeter qui est disponible pour qu'on puisse, nous, en tant que parents, organiser dans les bonnes dates et regrouper le plus de copains que possible. Et des histoires comme ça, il y en a souvent le même paquet. Et dans l'écosystème de mes enfants, pareil, quand on veut organiser quelque chose avec leurs amis, il faut découvrir que quand on va ramener quelqu'un à la maison, il faut demander est-ce qu'il y a des allergies, des envies, des choses. Est-ce qu'on peut sortir? On a la permission. Enfin, il y a tellement de trucs qu'on peut juste l'anticiper. Et donc, comment on va faire? On a la solution avec Socialize. Mais tout ça, c'est des expériences. Et comme je dis, c'est l'étude que je fais avec les 60 familles, plus ou moins 60 familles. C'était ça. Comment vous faites pour organiser vos événements familiaux? Et donc, j'écoutais et vous mettez comme quoi? Je ne sais pas, comme Noël, comme un anniversaire. Souvent, pour les parents qui avaient des enfants à côté, je ciblais souvent les anniversaires. Parce que c'est plus quelque chose qu'on vit souvent et d'actualité. Déjà au moins une fois par an. Voilà. Et pour eux, c'est quelque chose que je sais que ça va toucher. Et donc, c'est une notion de prouver cette hypothèse. Est-ce que c'est moi ou c'est aussi les autres personnes? Ça sert à ça, l'étude, pour confronter et valider ces hypothèses. Et d'ailleurs, découvrir d'autres choses aussi, le regrouper. Et c'est là ce qui va nous permettre de dire, OK, je vois la problématique, elle est récurrente, et alors maintenant, comment je peux donner une solution à tout ça? Ouais. Le design thinking. Et par rapport à ça, je le confronte encore à des clients. Ça, c'est toute la cadence produit que je fais, avec l'étude des utilisateurs qui m'ont fait valider ces hypothèses, mais même douleur en tant que papa. On a fait valider une maquette, un prototype Figma. Je sais pas, Figma, c'est un outil de design qui, au lieu de développer l'application, ça peut nous simuler un peu visuellement à quoi ça peut représenter. Et donc, on a développé cette solution, en fait, la solution visuelle qu'on a
confronté avec une dizaine de parents, enfin, ce qui était disponible. Donc c'était ça la MVP? Non, ça c'est juste la présentation, prototype. Ok. la présentation de ce que j'appelle prototype Figma, parce que c'est pas encore un prototype qu'on peut toucher. Ok. Et donc, mais ça me permet déjà d'avoir les réactions aux parents, dire ah oui, ça sera plus facile. Ah oui, donc du coup, j'ai plus besoin de relancer les parents. Ah oui, il y a plus besoin de perdre l'invitation en fait, de savoir où c'était l'anniversaire parce que j'ai plus l'adresse. C'est ça. Et donc, on a fait quelque chose de bien. Ça répond déjà à un certain nombre de problématiques tout autour de, au moins l'anniversaire, un type d'événement. Déjà, c'est bien. Donc déjà, pour les autres, on se rapproche. Parce qu'une application de ce genre, si on ne parlait pas trop, ça doit recycler un certain nombre des choses, parce que c'est plus ou moins la même chose. Une activité, peu importe laquelle, et là, des l'idéation, qu'est-ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va les faire, où on va les faire, avec qui, etc. etc. Donc la problématique, elle se recycle. Et si on arrive à appliquer ça pour les anniversaires, pour une soirée pyjama, pour une soirée avec les amis pour fêter la Saint-Patrick, c'est pareil. Ok. Donc toi, ton rôle là dans Socialize, c'est t'es le fondateur et tu fais tout ce qui est management du produit. À l'heure actuelle, vous êtes combien à Socialize et comment tu vois l'avenir par rapport au développement de l'équipe aussi? Alors, pour l'instant, je suis seul. Mais ça, la première chose je recommande, il ne faut pas être seul dans une start-up, dans une entreprise. Il ne faut pas, parce que je commentais tout à l'heure, il y a des choses qui vont dépasser rapidement, en fait. Et donc, j'avais cette facilité avec On The Move de faire un peu de la UX research. Donc, j'ai staffé une équipe externe pour m'accompagner à finaliser mon UI, donc la génération de mes wireframes, c'est les petites représentations de la solution à la conversion à un vrai UI. Le UI, c'est ce qui va nous aider à construire cette maquette visuelle. Donc ça, j'ai appris à le faire d'ailleurs, parce que typiquement dans mon écosystème freelance, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, les UI, enfin les designers, mais j'ai appris à le faire. Mais j'ai vu comment ça me consommait de temps parce que ce n'est pas un travail facile. Et maintenant, pour les designers, je comprends tout à fait bien ce que vous faites. C'est du lourd. Mais c'est passionnant, mais encore, je ne peux pas tout faire. Donc, je suis allé chercher une team dans un écosystème que je connais et qui rentrait plus ou moins dans ma gestion des budgets. Okay. Et on a eu un bon feeling. Et d'ailleurs, je jouais plus avec les feelings finalement. Donc, j'ai fait comme je le fais avec les clients. Donc, j'ai pris la casquette des product managers et j'ai drivé la création de valeur. Donc, je ne me suis pas imposé sur la partie du UI, c'était eux, c'est l'équipe. Et c'est ça ce qu'on doit faire, déléguer. Déléguer et faire pour se concentrer sur d'autres tâches. Donc, j'ai pris confiance avec eux. Je suis très content de travailler avec eux. Je ne pense pas qu'ils vont comprendre ce qu'on dit maintenant parce qu'ils parlent que espagnol. Mais franchement, merci à eux. Rodrigo, Annalise et un autre Rodrigo, par ailleurs. Donc là, tu as externalisé toute la partie UI. C'est ça. Okay. Et avec eux, on travaille de manière... on fait des itérations maintenant. On a finalisé cette première étape. J'ai commencé de l'externe. J'ai peaufiné des petites choses pour qu'on passe à une plus grande itération vis-à-vis de l'MVP. Et l'MVP, qu'on va développer, déjà, on a un partenaire qui est intéressé à nous aider avec ça, qui rentre dans la maîtrise de notre budget. Et cet MVP, on va le faire plutôt dans un premier temps un POC, un Proof of Concept, ce qui en fait c'est une première matérialisation du design, qu'on va aller tester avec ces familles qui sont nos partenaires de manière récurrente. Je vais essayer de le confronter d'une manière aussi un peu plus ouverte. Une fois que l'époque est disponible, on va faire une campagne pour créer des bêta-testers. Et puis, et voilà, on va trouver les bons éléments pour bien prouver que la solution convient à ces personnes qu'on avait dit qu'on allait proposer une solution. D'accord. Normalement, c'est le cas, ce que disait la restitution de l'UI. Mais maintenant, il faut le prouver avec l'époque. Une fois que l'époque est finie, le deadline, enfin, ce que j'envisage dans le planning, c'est que l'MVP soit disponible en janvier 2024 pour une raison,
disponibles pour l'organisation de congés d'hiver De cette année 2024. 2024. Ok. Donc là, tu as la phase toujours de MVP. Oui. Ok. Donc après, comment tu vas gérer le go-to-market? C'est, comme je dis, c'est l'MVP en fait, les go-to-market, finalement. Mhm. C'est la première phase. Ensuite, il y a d'autres itérations parce qu'il y a un programme d'affiliation, il y a son propre go-to-market qui va venir 2-3 mois plus tard en fonction aux ressources que l'on a. D'accord. Et aussi à l'acquisition des partenaires de l'affiliation. Pour cela, il y a une démarche en parallèle que je dois effectuer. Donc, je dois continuer avec la levée des fonds parce que je vais devoir embaucher des gens. Mais avant d'embaucher des gens, je cherche des cofondateurs, des cofondatrices Ok. pour venir m'aider avec la partie des CTO, mais éventuellement CPO, parce que je veux me concentrer plus dans le développement des partenariats et des choses autres, ou peut-être quelqu'un qui veut devenir CEO, why not? Moi, je suis ouvert à ça. Hein. Mhm. Pour moi, c'est très important d'avoir cette équipe qui va m'épauler. On va s'épauler à construire notre bébé, notre startup qui est le bébé de nos utilisateurs finalement, d'une manière correcte. Donc ça, je mets dans un timeline jusqu'au septembre, octobre pour trouver les bons acteurs. Si je peux le faire avant, tant mieux. Et avec la levée des fonds, que j'espère que ça va arriver bientôt. Donc là, avec l'incubateur, de toute manière, vous avez quand même de la mise en relation avec des VC. Tu as quand même des touches ou Oui et non, c'est pas aussi straightforward, mais on a... Est-ce qu'il a l'incubateur nous donne, il nous sensibilise, il nous donne les outils pour mieux identifier les organismes de financement déjà. Donc on sait mieux qu'est-ce que c'est la BPI, à quel moment on peut intervenir, quelles raisons entreprendre, quelles conditions, et même pour les raisons entreprendre, Socialize en tant que tel, ça n'existait pas jusqu'au là, c'était un sous-produit de On The Move. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Et pour cela, il y a une condition des capitales de démarrage pour accéder aux aides de réseau entreprendre. Donc tout ça, c'était pris en compte et ça, c'est grâce à l'incubateur. Ok. C'est bien parce qu'ils t'ont donné bien le langage startup. Je mettrai des petites définitions en dessous pour l'audience qui peut-être qui ne connaît pas, parce que tu as plein de petits termes qui est très propre à l'univers et à l'écosystème startup. Et c'est hyper intéressant. Moi, l'audience, elle va apprendre. Moi, je sais que j'ai appris ces termes avec vous aussi à travers des podcasts où j'ai écouté des gens qui cherchaient à faire des levées de fonds. Vous avez vraiment, on va dire, des mots clés à chaque fois. C'est hyper intéressant, je trouve, déjà d'être dans cet écosystème. Et puis, c'est vrai que quand tu es dans un incubateur, tu as cette force d'avoir les informations plus rapidement pour savoir où aller au lieu d'essayer de chercher partout, gratter à droite, à gauche. Ouais. Le temps, c'est de l'or, en fait. C'est vrai. Et spécialement quand tu es un entrepreneur, tu n'as pas le sou à répartir comme ça. Je suis en train de... Bref, ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs... via Bastien, où je suis disponible, je suis très, très content d'aider à des entrepreneuses qui ont des idées à leur aider. Si le temps m'est disponible, je vais même un calendrier peut-être par semaine pour aider à quelqu'un, avec plaisir. Parce qu'en fait, ça c'est l'autre chose que je cherche à faire, petite parenthèse, c'est d'aider à d'autres gens à créer leurs entreprises, mais pour gagner du temps, être efficient et voilà, pour y aller directement attaquer où il faut attaquer et ne pas perdre du temps. Ouais, au moins, tu as une vraie expérience là derrière maintenant, puisque tu as monté plusieurs projets, donc tu pourras accompagner. Donc, de toute façon, on mettra ton calendrier aussi dans la description si les gens sont intéressés. Et du coup, pour Socialize, c'est quoi les prochains objectifs? Et c'est toi, à terme, c'est quoi toi tes objectifs pour Socialize? Premier, l'équipe. La team, c'est les cofondateurs. Je ne veux pas le faire seul. Et je vais profiter, je me lance parce que j'avais du mal à les faire de manière aussi frontale. Je cherche d'abord des cofondatrices parce que je veux une entreprise qui, depuis le début, soit équilibrée en genre. Et c'est une question de... J'ai peur de dire mes raisons, mais mes raisons sont vis-à-vis de mes valeurs. Je grandis entouré des femmes, donc... je suis tous les petits de ma famille, donc mes sœurs aînées, j'ai vécu ma mère, ma grand-mère, tante. Donc du coup, j'ai vécu dans un écosystème où j'ai vu il y avait des désavantages et des freins envers
ma famille, les femmes, et donc que moi je voudrais éviter si je peux l'éviter. Je veux être précurseur. D'ailleurs que j'ai une fille, et je veux que ma fille ait une opportunité justement de développer d'une bonne manière la même chose. Donc ça c'est ma conviction. Donc cofondateur, cofondatrice, que ce soit, comme je dis, c'est CTO, CPO, CEO si on veut, fine. C'est juste les pères, les mères de la société qui vont aller dans cet écosystème qui va créer de la valeur pour la société. 2. La levée des fonds. Parce que jusqu'au-là, je subventionne encore la création de la société et je le fais d'une manière naturelle et sans pas trop des réserves, j'ai envie de dire, ce qui est bizarre. Je ne me garde pas... Enfin, j'investis de mon argent et sans pas trop de problèmes. Je crois à la solution Socialize et je suis très content de ça. Mais à un moment donné, il faut que je fasse attention aussi parce que je ne vais pas dépenser jusqu'au mon dernier sou. Il y a mes aides et mes allocations des pôles emploi qui vont finir. Il faut que je fasse des prévisions une start-up, ça prend du temps à démarrer. Donc, il faut que j'équilibre. Et ça, c'est aussi la fonction d'un entrepreneur. Il faut savoir équilibrer son propre modèle économique, quelque part. C'est vrai. 3. Et cibler à faire une levée des fonds. Mais dans la levée des fonds, idéalement, j'aimerais bien des gens qui veulent investir dans le sens où partagent les mêmes valeurs que Socialize. Idéalement, c'est pas juste capter un VC, allez, j'ai plein de thunes, vas-y, on y va, et on rentabilise, et ça crée une relation un peu plus machine. Ouais. Tu vois, plus porté sur l'argent. T'aimerais quelqu'un qui soit vraiment impliqué et qui comprenne le projet. Idéalement. Idéalement. Donc ça, c'est ce qui va donner l'esprit à cette entreprise qui s'appelle Socialize, et c'est ce qu'on veut livrer pour nos utilisateurs, pour notre société. Il y a plein d'idées derrière. Je pense que dans un podcast, on n'aura pas le temps de les exprimer. Mais tout ça, ça fait partie de cette équation de cibler sur les bons éléments, le bon écosystème, parce que ça va donner les forces nécessaires à que Socialize continue à persister dans les mois, dans les années à venir. Super. Tu as beaucoup donné des conseils durant le podcast. Tu as beaucoup donné de conseils aussi au niveau entrepreneurial. Quelles seraient pour toi les compétences clés pour quelqu'un qui souhaite lancer un projet un peu comme le tien, un peu innovateur, une application, un projet où il y a toutes les étapes comme toi, le MVP, le go-to-market, la levée de fonds. Quelles seraient pour toi les compétences clés pour réussir à développer un projet ? Première chose, la confiance en soi. Ok. N'ayez pas peur. Je veux dire une chose. Chez moi, j'ai créé des meubles, je cuisine, je coude les chaussettes de mes enfants s'il en faut, j'ai fait la réparation de ma voiture, je fais plein de choses sur le principe, parce que si quelqu'un peut le faire, ça m'amuse et je le fais. Tout le monde n'est pas aussi manuel ou un peu fou comme moi peut-être, mais il faut oser et il faut croire qu'on peut le faire. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Au pire des cas, ça ne marche pas et on passe à une autre chose. Il faut se lancer en profitant de tous ces mécanismes que l'on a en France. Je suis français aussi, j'adore la France. Vraiment, je sens la France dans mon cœur. Et je vais développer quelque chose pour la France dans ce sens aussi. Et je vais motiver et dire aux Français et Françaises qui écoutent, lancez-vous, on a tellement de mécanismes, des aides en ces pays pour créer notre entreprise. N'hésitez pas. Et les temps, ils passent. Ça, c'est la troisième chose. Il y a une question de momentum. Quand est-ce qu'on va les faire ? Plus on attend, plus on s'enferme dans une sorte de seuil de confort où ça devient parfois difficile à se lancer. Mais c'est jamais tard. Mais ça peut devenir difficile dans le temps. Donc, lancez-vous, faites-le. Et même au-delà de ça, même si vous êtes dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, il est toujours temps de créer une entreprise. On peut le faire. Comment on peut le faire ? Manque des idées ? Peut-être on a les compétences. Les compétences, on peut les créer nous-mêmes. Aujourd'hui, avec les tas de YouTube, des TikTok, de l'information, il y en a. ChatGPT, je vais pas faire la promotion, mais il y en a les moyens. Première chose qu'il faut faire si vous voulez créer quelque chose, concentrez-vous sur une activité ou quelque chose qui vous empêche d'avancer. Comme si je veux faire la queue pour aller chez le boulanger tous les jours, il y a toujours la queue, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être là, on peut parler d'un système de ticketing QR code où on commande sa baguette à distance, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une autre situation ? Est-ce que je vois toujours une autre problématique par ailleurs ?
imaginez-vous comment vous ferez pour donner une solution à cet aspect. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez bien? Et si jamais il y avait un truc comme ça ou comme ça, c'est ça ce qui déclenche les idées. C'est ces idées, notez-le, commencez à jouer avec, comme un jeu, on veut vraiment construire, et c'est un jeu. Et là, peut-être vous avez le début, l'idéation, facilitation de votre prochaine startup qui peut devenir même une licorne. Qui sait? J'espère. J'aimerais bien rentrer dans ta tête un petit peu parce que à chaque mouvement, là, tu dois trouver une problématique. Tu dis, ah là, il faut que je prenne la solution comme ça, du même style que la baguette. Ça doit être quelque chose. Ouais, c'est super. Bah, écoute, on va arriver à la fin de ce format. Comme promis, ça va être ton moment. Ok, je vais te laisser le temps que tu veux. Pour pitcher ta startup, ok, parce que tu as dit dans les grandes lignes un peu ce que ça faisait Socialize, les différents points que tu as, ton parcours, le Socialize, comment tu l'as mis en place. Maintenant, on voudra aller plus dans le concret, voir un petit peu les features et comment ça peut aider les différentes problématiques des parents et aussi comment toi tu vois les choses et tes attentes derrière si y a un VC qui souhaite t'accompagner et t'aider dans ce projet. Yes, sir. Alors, Socialize, c'est une application de gestion d'événements familiaux. Elle va vous permettre de créer vos événements familiaux à partir des templates, des modèles, pour faciliter le nombre de choses à tenir en compte. Va vous proposer des modules. Ce module, pour nous, c'est des services. Par exemple, un petit module comme un doodle, un petit module pour le covoiturage entre les gens qui organisent l'événement. Et plein de petites choses comme ça. Tout ça pour vous faciliter à trouver tous les moyens, les outils nécessaires à que ça se passe de manière simple. À qu'on ne se prend pas la tête pour la sélection de la date, l'activité, le manque d'aspiration de ce qu'on va faire. On va se dire, la musique qu'on veut écouter. Ça, c'est un teaser pour mes futurs partenaires. #Deezer ou Spotify si vous m'écoutez. Et puis, aussi, quand on parle de l'aspiration, de se mettre en relation directe avec des artisans, des commerçants, qui vont vous proposer des solutions adaptées à vos événements. Donc, si vous organisez un anniversaire, que ce soit un gâteau ou les clowns qui vont animer la fête, Socialize va venir vous aider. Et en retour, on va aussi aider avec Socialize à que ces petits commerçants ou les grands commerçants ils puissent aller retrouver d'une manière plus simple ses clients, ses utilisateurs. Toute cette promesse de condenser cette expérience dans une application très conviviale, sécurisée et qui est adaptée à la famille. Parfait. Mais écoute, on mettra ça bien sûr sur les réseaux et dès que tu as les différents liens pour que les gens puissent télécharger l'application, tu me les donneras et je les mettrai aussi avec plaisir. Avec ton calendrier. Si il y a des entrepreneurs qui veulent potentiellement apprendre de toi parce qu'aujourd'hui, tu as quand même un parcours assez atypique et en plus, tu as eu beaucoup d'expérience dans différentes entreprises, ce qui peut permettre d'apporter de la valeur à des gens extérieurs. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour aujourd'hui ? Déjà, merci pour cette rencontre. C'est toujours un plaisir de te rencontrer, de vous rencontrer à vous. Vous ne voyez pas Justine qui est derrière. Mais le dernier mot, c'est juste, j'insiste, croyez en vous. On peut le faire. C'est un pays qui nous aide beaucoup. Entourez-vous des bons acteurs. Cherchez les acteurs. Donc, moi, je suis disponible peut-être pas pour tous et je vais consacrer ce que je peux consacrer de mon temps. Mais sinon, il y a la CCI, il y a plein d'incubateurs. Cherchez les informations. Il faut aller dans les meetups. Réunissez-vous avec les gens qui vont vous propulser vers l'avant. Peu importe, même si ce n'est pas pour une start-up, il faut s'entourer bien des gens qui nous enrichissent l'esprit, le cœur. Super. Écoute, merci d'être venu aujourd'hui. Avec plaisir. Et on se dit à très vite. À très bientôt. Merci Rodrigo. Salut.